Bienvenue dans Symbiose, le libre podcast. Élargissez votre conscience et vos connaissances pour optimiser votre santé. Voilà ce qu'on vous propose à chaque épisode avec Doc Pablo et Loïc Ternicien pour répondre à toutes vos questions clairement, au global et très librement surtout. Alors osez nous dire ce qui se passe pour vous côté santé via un vocal WhatsApp au 07 56 88 98 18 et on vous rappelle pour participer au podcast. Cette émission vous est présentée par Compétences qui propose des formations d'expertise et de spécialisation pour les naturopathes. Et le créateur de cette plateforme, justement, il est avec nous, c'est Loïc Ternicien. Salut Loïc. Salut Témis, salut Pablo. Ben oui, salut Pablo. Bonjour. Comment faire quand on entend trop ? C'est l'enfer de l'hyperacousie que nous a décrit Thomas et on essaiera de lui donner des pistes de soins. Helicobacter pylori, voilà un nom bien compliqué pour cette simple bactérie très répandue qui gâche la vie de Séverine qui sera avec nous tout à l'heure. Mais avant qu'elle nous en parle, on va poser les bases avec vous, Doc Pablo et Loïc Ternicien. Votre sujet médical libre du jour, c'est l'eau. Pourquoi faut-il faire attention au choix de l'eau que nous buvons ? Je commence avec le docteur. Très vaste question. L'eau a toujours été, depuis que la médecine existe et même avant, le vecteur principal de maladies. La plupart des maladies, des endroits dans le monde où il y a des grosses épidémies, c'est souvent quand l'eau est contaminée. Les eaux usées, ça a été le traitement des eaux usées, le premier progrès en fait qui a permis à des sociétés justement de sortir de ces grosses épidémies. Donc effectivement, la qualité de l'eau, elle est hyper importante. On est évidemment, c'est le cliché, on le dit tout le temps, mais on est composé effectivement majoritairement d'eau. L'eau sous plein d'aspects, donc elle a son importance. On a besoin d'une eau en fait qui est pure, qui ne contient pas de micro-organismes pathogènes, et on a besoin d'une eau qui est non polluée. Et ça, c'est de plus en plus difficile à trouver aujourd'hui. En fait, on dit toujours qu'on manque d'eau, mais en fait, on manque pas d'eau. La planète Terre est un écosystème où tout se recycle en permanence. Donc l'eau, il y en aura toujours autant. Par contre, l'eau de bonne qualité, l'eau potable, ça va être c'est un vrai challenge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société, même dans des endroits où on a un traitement des eaux, etc. Ouais, perturbateurs endocriniens. En fait, aujourd'hui, en tout cas, les moyens ne permettent pas d'avoir une eau au robinet qui est libre de tas de cochonneries, de tas de perturbateurs endocriniens notamment, voilà. Et donc faut savoir que les j'avais vu une émission à la télé française, là, donc c'est quand même la France, c'était pas non plus le tiers-monde. Donc l'eau arrive dans une station d'épuration, les eaux usées, et elles ressortent. L'eau qui sort d'une station d'épuration, c'est de l'eau potable, c'est l'eau du robinet qui va sortir. Donc en sortie de station d'épuration, ils ont fait dans cette émission qui était à la télé, je me souviens plus sur quelle chaîne, ils avaient 50% en fait des médicaments qui finissent dans nos urines qui étaient quand même présents dans l'eau qui sort. Donc en fait, ça vous comprenez vite que on a un problème d'accumulation, même de substances littéralement bioactives, parce que c'est des médicaments qui s'accumulent dans notre eau du robinet. Donc effectivement, c'est une problématique grandissante. En plus, c'est aujourd'hui, quand on achète les bouteilles de l'eau, elles sont dans des bouteilles en plastique. Donc en fait, c'est un vrai challenge. Et aujourd'hui, je pense effectivement que quand on peut avoir, dès qu'on a un peu les moyens, je pense qu'un des meilleurs trucs que vous puissiez faire pour votre santé, c'est effectivement de vous équiper d'un filtre à la maison, un filtre idéalement à osmose. Il y a plusieurs systèmes, mais l'osmose, c'est quand même très très efficace, qui va vous permettre d'avoir une eau sans polluants. Parce que c'est la première source effectivement de polluants qui vont rentrer dans votre organisme, c'est l'eau que vous allez boire. Autre chose, il y a aussi aujourd'hui un gros manque de minéraux. Dans notre alimentation, on manque de minéraux. Et donc souvent, quand vous allez utiliser un filtre, l'eau va être déminéralisée. Donc assurez-vous quand même, si vous utilisez un filtre, de bien reminéraliser votre eau, parce que sinon vous allez être déficient en minéraux. Donc aujourd'hui, il faut essayer de trouver une eau pure, et puis de la minéraliser, de rajouter des minéraux dedans souvent, parce que là aussi, encore une fois, à cause de l'appauvrissement des sols, en fait, on a une alimentation qui est moins riche en minéraux, et on a toujours les mêmes besoins de minéraux. Donc il faut malheureusement aujourd'hui complémenter l'eau avec des électrolytes.
Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, Pablo, moi j'ai une ancienne vie avant d'être naturopathe, donc j'ai travaillé en ingénierie de l'environnement et donc j'ai visité des stations d'épuration et j'ai fait tout un travail sur la qualité de l'eau. Et déjà, il y a un certain nombre d'années, donc il y a une quinzaine d'années, le discours que moi j'apprenais pendant de mes cours, c'était celui-là. C'était que la qualité de l'eau était souvent douteuse parce qu'en fait, il y a un grand nombre de, de restes de médicaments qui ne sont pas nécessairement testés en aval des stations d'épuration. Et il y avait même un autre paramètre, et celui-là, on l'oublie, c'est que parfois, dans les systèmes de filtration, on va avoir donc de la décantation, bref, on a tout un tas d'étapes à l'intérieur de la station d'épuration, et on peut avoir des filtres à osmose ou de l'UV, enfin bref, il y a plusieurs étapes qui peuvent aller casser certaines molécules. Donc si on prend un principe actif de médicament, il va être cassé en deux. Donc entre l'entrée et la sortie, si on analyse ce principe actif-là, il ne sera pas présent. Il sera présent à l'entrée, mais pas à la sortie. Mais ce que l'on ne teste pas, c'est les molécules qui ont été créées suite à la fracture de la molécule initiale pour la dépolluer. Et en fait, il s'avère que les molécules résiduelles sont parfois plus dangereuses que les molécules principales. Ce que l'on sait aussi par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est par exemple la féminisation des poissons, la disparition des crapauds. Pourquoi ? Parce que les crapauds sont devenus mâles, sont devenus de plus en plus féminins, et donc avec une stérilisation finalement de la population de crapauds-crapotes, je ne sais pas comment dire la femelle du crapaud, qui a causé ces problèmes-là. On a la même chose chez les poissons. Donc ça veut dire que ces principes actifs que l'on consomme, que l'on urine et qui ne sont pas recyclés sont dans notre environnement, donc on va les boire. Et effectivement, ça va avoir un impact sur nous. Par rapport à la qualité de l'eau, il y a autre chose que j'aimerais rajouter, c'est on parle de filtration de l'eau. Et là, je rejoins à 100% ce que disait Pablo sur l'osmose inverse et la reminéralisation qui peut être faite avec de l'eau de mer. Mais on a aussi une eau qui est, et là je prends ma casquette naturo bizarre, c'est que l'eau est aussi un vecteur d'information, se charge d'informations. Et à l'état naturel, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait dans les rivières ? Elle fait tout un tas de petits vortex. Donc en fait, elle se charge d'informations et les vortex vont créer je peux me tromper sur les mots, mais une énergie déchargée sous forme d'énergie cinétique, l'information en trop ou celle qui peut nous polluer. Et donc là, on va dire que l'eau, elle va être vivante. Alors là, je coupe des coins carrés et je sais que s'il y a des scientifiques ou des gens qui ont envie de me taper sur les doigts, ils vont pouvoir le faire. Mais en gros, le but, là, c'est vraiment de vulgariser que l'eau, non seulement il y a le côté qualitatif, mais aussi que l'eau qui a stagné à l'intérieur de nos robinets, eh bien, elle n'est pas vivante, elle n'est pas dynamisée, elle n'est pas informée. Et que parfois, et j'ai eu des témoignages de confrères naturopathes qui ont, simplement pour des gens qui avaient des problèmes de peau, décidé de changer le pommeau de douche pour mettre un pommeau de douche qui, à l'intérieur, en fait, avait tout un tas de petits galets qui forçaient l'eau à créer des petits vortex avant de sortir pour être appliqué et pour que la personne puisse se laver. Et en ne changeant strictement rien de son hygiène de vie et rien avec les produits avec lesquels la personne se lavait, juste en faisant en sorte que l'eau soit dynamisée, la personne n'avait plus de problème d'eczéma. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément dans mes consultations. Il y a l'eau sous le forme qualitatif. Donc un filtre, pour moi, c'est absolument nécessaire au quotidien. Et de bien s'assurer de la dynamiser et de l'informer. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple que de prendre une cuillère et de faire un petit vortex dans son verre d'eau. Et ça suffit, en fait. Oui, c'est intéressant. C'est par rapport à la structure, en fait, que les molécules d'eau vont avoir en tridimensionnel, en fait, comment elles vont être disposées les unes par rapport aux autres, en fait. Ça va quand même changer leurs propriétés. Et donc, effectivement, se faire ces petits vortex. Il paraît que même faire une prière, ça informe l'eau. Là, Tout on à va fait. loin. Mais effectivement, c'est sujet. Tu vois, avec la prière, tu vas informer l'eau. Tu vas pas nécessairement la dynamiser, mais tu vas l'informer. Et comme on émet un champ électromagnétique à partir du cœur, la prière part du cœur. Et je pense que tu es bien placé pour le savoir. Et donc, plus on mettra son verre d'eau proche de son cœur pour émettre son intention, plus on informera l'eau. Et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec le professeur Marc-Henri et je l'ai vu à l'action. Et en fait, lui, quand il a besoin d'une eau, alors là, on va loin. Là, heureusement qu'on n'est pas sur un média mainstream. Lorsqu'il a envie d'une eau qui a des propriétés particulières, il la met proche de son cœur et il y met son intention. Et pour lui, ça devient une eau qui va avoir des effets déstressants,
des effets revitalisants, etc. Je trouvais ça très intéressant. Oui, alors après, oui, bon, les zététiciens vont se foutre de notre gueule, mais il y a des travaux scientifiques qui sont menés là-dessus. Donc si les gens sont curieux, penser de information de l'eau, tout ça, est-ce que ça a de la valeur ou est-ce que c'est n'importe quoi, il y a quand même des gens qui le testent. Marc Henry, quand il a passé sa vie à étudier la structure de l'eau, donc quand même... La mémoire de l'eau, vaste débat. Vous savez, moi qui ai une petite fille, c'est tout le sujet, la mémoire de l'eau de La Reine des Neiges 2. Voilà, je voulais juste le dire. Ouais. Si vous regardez La Reine des Neiges 2, tout le sujet, c'est ça, c'est la mémoire de l'eau. Donc comme quoi, même dans le mainstream, on peut y aller. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez avoir des vrais conseils santé, Symbiose, le libre podcast, ça se poursuit maintenant. Suite de votre libre podcast maintenant, avec une problématique envoyée par Thomas via un petit vocal, via WhatsApp. Vous aussi, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous appuyez sur pause et vous nous laissez un message 07 56 88 98 18. On l'écoute. Bonjour. Du coup, j'ai une petite question. Alors, paradoxalement, je vais avoir du mal peut-être à écouter la réponse parce que je souffre d'un handicap auditif très sévère, d'une hyperacousie extrêmement sévère. Je suis un jeune homme de 37 ans qui est quasiment tout le temps enfermé dans son sous-sol parce que je ne supporte plus aucun bruit suite à plusieurs traumatismes sonores. Et je ne supporte plus les basses fréquences. Ça veut dire que dès que quelqu'un allume une tondeuse dans mon quartier, même à 500 mètres de chez moi, ça diffuse un bruit qui me tape dans les oreilles et ça me déclenche des névralgies du nerf trijumeau. Moi, je ne m'en sors pas dans ce problème. Ça m'a déclenché une dépression, ça fait que j'ai du mal à prendre soin de moi. J'ai du mal à voir mes amis, etc. Et je me questionnais. Parce que quand je suis en crise, je peux être très sensible à même des bruits de prise, par exemple. Ça veut dire que si je branche un chargeur de téléphone dans une prise, des fois les chargeurs ils peuvent faire des petits bzzz, des petits bruits comme ça, mais très petits. Mais moi, en fait, je les perçois. Je les perçois et en fait, ça me gêne. Ça me tétanise complètement. C'est trop fort en fait pour moi. Ça génère un bruit qui est trop fort et ça peut me générer des douleurs, un paquet de symptômes en fait. Et finalement, c'est un trouble du coup qui me fait un peu penser à l'électrosensibilité. Et je me disais, est-ce qu'on peut trouver dans l'alimentation ou dans certaines techniques de médecine que je ne connaîtrais pas, peut-être des solutions du soulagement ou des méthodes pour avancer. Je vous remercie. Je suis un peu un patient en détresse. Il n'y a personne qui me suit du coup. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour moi de profiter de ce live pour vous poser cette question. Voilà. Ouais, mais les patients en détresse, ça ne nous fait pas peur. Merci beaucoup Thomas pour ce message qui me met les larmes, parce que c'est vrai que avant d'en arriver à de l'habituation, quand on tombe dans ce fléau de l'hyperacousie et des acouphènes, c'est pas facile. Je vous écoute, Pablo, Loïc, qui veut répondre à Thomas? Vaste sujet en tout cas. Je vais commencer comme d'hab. Et tu es là pour ça. Docteur en prums. Donc ouais, c'est une problématique. Là, il y a beaucoup d'errances médicales pour l'hyperacousie. Ça fait partie de ces problèmes pour lesquels on n'a pas des super. La médecine est un peu impuissante pour beaucoup de personnes. On va rappeler quand même d'où ça peut venir. La personne qui témoigne dans cet audio. Traumatisme sonore, c'est une des causes les plus fréquentes. Moi, dans la médecine du sport, et notamment dans le sport que j'ai pratiqué, et puis pour lequel j'ai été médecin du sport, qui est le rugby, avec les problématiques de commotion cérébrale, c'est des choses qui peuvent aussi être des séquelles de commotion, en fait. Après, il peut y avoir un problème infectieux sur une oreille qui peut causer ce genre de choses. Après, il peut y avoir des facteurs... Des fois, on ne sait pas, des maladies, il y a les maladies, certaines maladies auto-immunes. Après, bon, il y a des gens... Alors, il peut y avoir aussi des problèmes de stress. Enfin bref, il y a des tas de choses qui peuvent faire que du coup, en fait, l'oreille, qui fait partie quand même du système nerveux sensoriel, en fait, donc, va se mettre, notamment donc, la stimulation de la cochlée, la partie qui va
qui va permettre de faire la transition entre l'oreille moyenne et le système nerveux central, et d'encrypter le code de ce qu'on entend avec les différentes fréquences. Hein. Le témoignage de notre auditeur, c'était surtout sur les basses fréquences qui l'a embêté. Et donc on peut avoir des zones en fait qui vont devenir hyper stimulées, un système trop stimulé. Raison pour laquelle d'ailleurs il dit que un des seuls traitements qui a fonctionné, c'est les antiépileptiques. Qu'est-ce que c'est qu'un antiépileptique? En fait, c'est un médicament qui va baisser le seuil de stimulation d'un neurone. Un neurone, il a un niveau de stimulation. Par exemple, un neurone nociceptif, un neurone qui doit s'occuper de sensation de la douleur. Si tu te pinces pas trop fort, tu vas avoir de douleur, et il y a un certain niveau auquel tu vas augmenter la pression où le neurone va être stimulé. Et donc, il peut y avoir des neurones qui ont été abîmés pour une des raisons que j'ai données tout à l'heure, qui vont devenir stimulés beaucoup plus facilement. Ils vont avoir leur seuil qui va diminuer. Et donc, ils vont être stimulés pour un oui ou pour un non. Et donc, en fait, un son qui va être, là en l'occurrence, un son qui va être dans un niveau de décibels parfaitement normal, va être senti beaucoup plus fort. Pour ça que du coup, il disait que des traitements, le principe de base des traitements épileptiques, c'est de baisser la sensibilité du neurone. Effectivement, ça peut avoir une fonction. Alors, il disait, est-ce que le régime cétogène, ça pourrait fonctionner, puisqu'effectivement, le régime cétogène a été inventé à l'époque justement pour les problématiques d'épilepsie. Et c'est vrai, absolument. Et d'ailleurs, je pense que il y a beaucoup d'études maintenant sur le régime cétogène. Donc le régime cétogène, c'est une diète dans laquelle il va y avoir peu de sucre, même quasiment pas, de glucides en fait, et une prédominance de graisse dans l'alimentation et pas mal de protéines. Donc c'est des diètes un peu particulières, et c'est des diètes qui sont effectivement très efficaces pour le diabète, hein, ça c'est sûr, parce et puis pour les pathologies du système nerveux. Donc ça avait été inventé par l'armée américaine, cette diète, pour les plongeurs qui plongeaient avec un recycleur. C'est un système de plongée qui permet de pas faire de bulles. Les Navy Seals, pour pas être repérés, ils peuvent pas faire de bulles. Plonger avec un recycleur d'air, mais qui fait que tu vas avoir tu vas quand même être en hypoxie, et qui peut déclencher donc des crises d'épilepsie, ça allié avec la profondeur en fait. Et donc ils se sont rendus compte que cette diète permettait justement de diminuer énormément les épilepsies. Donc ils faisaient moins de crises d'épilepsie. Et donc ensuite ça a été utilisé pour les épileptiques avec du succès. Et encore aujourd'hui, il y a des épileptiques qui répondent pas au traitement, et le seul traitement qu'ils ont, c'est le régime cétogène. D'une manière générale, avec toutes les pathologies système nerveux vont répondre au régime cétogène. Par exemple, même en psy. Moi, par exemple, quand j'étais concerné par le trouble bipolaire, il y a des travaux vraiment qui montrent que le trouble bipolaire est nettement amélioré avec une diète cétogène. Donc ça fait du sens de faire sa diète cétogène. Un autre truc, mais après je vais vite passer la main à Loïc, parce que justement, comme je disais, la médecine est un peu... chez les cas comme celui de ce monsieur, ça peut être embêté. On va répéter souvent les mêmes choses, mais ça vaut le coup de faire un déparasitage, parce que des fois, tu penses, un parasite peut venir intervenir, et en fait, ça pourrait être la cause. Donc, fais quand même un déparasitage, c'est ce que je te conseille. Et alors, autre chose, pour tout ce qui est acouphène et problématique, parce qu'il a une névralgie associée. Il a une névralgie du trijumeau qui est déclenchée par les sons trop importants et tout ça. Ces problèmes d'algie de la face, névralgie, trouble auditif, aller chercher quand même au niveau des racines des dents. Il y a beaucoup de gens, en fait, si tu as une dent dévitalisée, mauvaise idée. Une dent dévitalisée, ça crée un foyer de nécrose en fait dans la racine, il y avait un film qui a été d'ailleurs interdit tellement qui était sur Netflix, qui s'appelle The Root Cause, mais qui dénonce vraiment cette problématique d'avoir en fait du tissu mort dans l'os en fait de la face, en fait, c'est ce qui se passe hein, dans l'os alvéolaire. Et là en fait, ça peut être la cause. Et régulièrement, moi, je vois des patients qui vont avoir ce type de problème, par exemple, des acouphènes ou des choses comme ça, on leur retire une dent, tiens, ça fait 10 ans que j'avais des acouphènes, on leur a nettoyé la poche parodontale ou même l'os, enfin, on a retiré la dent morte, en fait, et on a réglé le problème. Donc ça peut être une piste, vraiment pas hésiter à faire un panoramique dentaire et à aller voir un très bon dentiste sensible à ces problématiques-là, parce que ça peut être aussi une piste. Après, je sais que Loïc, il a peut-être des pistes de naturo.
Alors, ouais, j'en ai quelques-unes. Bon, sachant que de base, on part sur un choc auditif qui a été le point de départ. Moi, quand j'écoute ce que dit Thomas, il y a le choc auditif, il y a le nerf trijumeau, donc tu as rebondi là-dessus aussi, et on est dans le système nerveux central. Là, il y a quelques remèdes en organothérapie qui pourront être intéressants. Le premier, c'est oreille interne. Parce que définitivement, c'est là que le choc premier est arrivé. Donc de l'oreille interne, on peut l'essayer en 5 ou en 9 CH à 3 granules par jour pour voir en fait comment est-ce que l'oreille interne va se rééquilibrer pour passer le message au niveau du cerveau. On peut aussi essayer cerveau total. Parce que c'est un remède fait à partir de cerveau. Donc en 5 CH, là aussi, ça pourrait être par exemple 10 granules par semaine. Et pour travailler sur la conséquence, bête et discipliné, c'est le nerf trijumeau qui bug. On peut donner du nerf trijumeau en 9 CH à 10 granules là aussi par semaine le samedi pour voir qu'est-ce que tout ça va donner. Donc, moi, Loïc, je me permets, où est-ce que tu trouves tout ça en pharmacie En pharmacie. Ok. Pharmacie homéo. Ok. Ouais, à partir du moment où c'est de l'homéopathie ou de l'organothérapie, ce sera les mêmes tubes de granules, les mêmes couleurs que ce qu'on voit d'habitude, et on trouve ça en pharmacie. Si votre pharmacien ne le trouve pas, vous avez juste à demander qu'il les commande ou vous allez chercher sur Internet une pharmacie qui les vendra et vous les trouverez sans aucun problème. Ensuite, il y a autre chose qui m'a interpellé dans ce que tu disais, Thomas. Tu parlais d'une hypersensibilité, d'un lien avec les ondes électromagnétiques, donc une hypersensibilité. Il faut savoir que notre système nerveux, donc comme le disait Pablo, c'est finalement des messages électriques qui vont passer à l'intérieur. Donc il est assez logique que l'on puisse avoir un lien avec tout ce qui peut être électricité autour de nous. Je pense à la tension induite. La tension induite, c'est... Vous allez prendre un exemple tout simple. Vous prenez le dernier ordinateur de la marque à la pomme qui, sur sa prise, n'a plus que 2 crochets et plus 3, le petit trou pour rentrer à la terre. Quand vous touchez cet ordinateur-là avec vos doigts, vous êtes à peu près à 80 volts qui circulent à l'intérieur de votre corps. Or, vous devriez être à 0. Et en fait, quand cette électricité, qui est cette tension induite, va circuler au travers de vous, elle va surstimuler votre système nerveux. Donc, il est assez logique que l'on ait des symptômes lorsque l'on a un déséquilibre au niveau du système nerveux, que ce symptôme-là puisse être exacerbé par l'hygiène de vie et les tensions induites qu'on peut avoir tout le temps. C'est exactement la même chose quand on tient son téléphone à la main et qu'il est branché. Il n'y a pas la prise terre. Donc là, on a de l'électricité qui circule à l'intérieur de nous. Donc ça, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de rencontrer un expert en ondes électromagnétiques pour vous mettre en zone neutre. Sinon, il y a le docteur Maski qui, lui, en fait, avait observé que... c'était plus lié aux scléroses en plaques, mais on est dans une action au niveau du système nerveux. Il avait observé que quand les personnes qui avaient une sclérose en plaques marchaient pieds nus dans l'eau ou se déchargeaient, c'est-à-dire aller faire des cures thermales ou autres, ils avaient moins de symptômes. C'est parce qu'en fait, au niveau électrique, il se déchargeait physiquement. Donc, qu'est-ce qui peut être fait là ? C'est se laver les mains le plus souvent possible, ou c'est d'utiliser certaines... l'argile, par exemple, mettre les pieds dans de l'eau d'argile, etc. Donc, c'est des astuces qui vont permettre de décharger électriquement le système nerveux, donc le cerveau, pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. Avec les 2-3 autres remèdes que j'ai proposés avant, on pourrait quand même essayer de voir une direction, de voir si ça marche ou pas. Point qui est hyper important. Thomas ou toute autre personne qui vivrait avec ces symptômes-là, si vous prenez oreille interne, si vous prenez cerveau total ou si vous prenez nerf trijumeau à la dilution que je vous ai donnée, c'est-à-dire soit 5, soit 9 CH, et que vous voyez une augmentation des symptômes, c'est bon signe, mais c'est que la dilution n'est pas bonne. Donc si vous voyez que vos symptômes augmentent en 9 CH, vous essayez en 5 ou vous essayez en 7 ou vous essayez en 12 ou en 15. Il faudra juste trouver la dilution qui, chez vous, va créer la disparition des symptômes. Si ça réagit, en général, nous, on dit que c'est plutôt bon signe. Alors, moi, tu le sais, Loïc, on se connaît depuis longtemps, donc j'ai un passé de radio et un concert de Drake, ça m'a touchée, cette histoire, Thomas, parce que moi aussi, après un concert, j'ai eu l'impression de rentrer dans une piscine et de plus jamais en sortir. Donc, je suis restée dans le noir très, très, très longtemps. Ce que je peux dire, c'est que moi, c'est les bruits colorés qui m'ont beaucoup aidée et je sais pas l'expliquer. C'est-à-dire, j'ai écouté beaucoup de musique à, je sais pas, les trucs genre 482 MHz, les choses comme ça. Ça m'a énormément aidé à m'habituer
aux différents sons qui étaient dans mes oreilles. Et petit à petit, comme ça, comment dire, comme le spectre était à nouveau complet, et ben l'hyperacousie s'est réduite aussi. Donc je pense, Thomas, qu'il y a pas vraiment. Je dis une bêtise si je dis qu'il n'y a pas d'hyperacousie sans acouphène. Je pense qu'en réalité, il y a d'abord des trous dans le spectre de toute façon, et qu'il va falloir que tu trouves à les combler. Et les bruits colorés, c'est pas mal pour ça. Moi, j'ai une petite machine qui me met du bruit blanc ou du bruit rose ou du bruit brun pour que je puisse m'endormir, et je ne peux pas m'en passer. Sans ça, évidemment, j'ai mes bruits en permanence. Et comme toi, j'entends une moto qui passe dans la ville d'à côté. Donc c'est vrai que c'est un enfer qui est très difficile. On a envie de... Mais vraiment, au début, on pense que notre vie est foutue. Et je souhaite beaucoup de courage aux gens qui passent par là. Et d'être accompagnés par des témoignages comme celui que je te fais aujourd'hui, Thomas. Hein, comme quoi, on croit que ça ne va pas passer, mais ça passe. Voilà, c'est une réalité, ça peut passer. Et on sait aussi qu'au niveau du cerveau, il y a certains compléments alimentaires comme la choline, qui est une vitamine du groupe B, si ma mémoire est bonne, que le magnésium aide à avoir un bon fonctionnement du système nerveux. Donc ça peut être des outils aussi qui peuvent être attestés. Ben voilà, Thomas, on espère avec Pablo et avec Loïc qu'on a bien répondu à cette problématique. En tout cas, surtout, on sait que c'est pas facile pour toi hein, de participer à l'émission, mais laisse-nous à nouveau un vocal sur notre numéro de téléphone, et puis on aura beaucoup de plaisir à avoir de tes nouvelles. 07 56 88 98 18, vous aussi, pour laisser vos questions sur la santé, avec Loïc et Pablo qui sont toujours avec nous pour la suite de l'émission. Et on poursuit ce podcast avec Séverine, je vous l'avais promis, on va parler de ce gros mot, l'hélicobactère pylori. Avec toi, Séverine, bienvenue. Bonjour. Bonjour à toi, bienvenue. Alors je te présente Loïc Ternicien, naturopathe, Doc Pablo aussi qui est là pour parler de cette bactérie, parce que c'est ça que tu connais depuis pas si longtemps finalement, parce que je crois que tu sors d'une certaine errance médicale. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi les dernières années même, j'ai envie de dire? Ouais, ce vilain mot, je ne le connaissais pas. Donc j'ai eu des douleurs abdominales, on va dire depuis 1 an et demi, 2 ans, mais qui se sont fortement accentuées, au point, voilà, moi je mettais ça sur le compte du psy, et j'ai vu que ça avait l'air d'être digestif aussi. Donc j'ai consulté ma généraliste qui m'a fait faire des analyses de sang et un test, je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs, j'ai soufflé dans des petits tubes, voilà. Et les résultats donc, sanguins, c'est que j'ai une énorme anémie, que j'avais déjà, mais ce n'était pas très normal parce que je prends des compléments en fer en fait, déjà depuis longtemps, donc que mon taux en fer est encore chuté, elle n'a pas trouvé ça voilà, top. Et positive à Helicobacter pylori. Donc, elle m'a prescrit en fait une trithérapie, et j'ai une peur panique en général des médicaments, et notamment des antibiotiques parce que je suis allergique à la pénicilline. Bon, a priori, il n'y en a pas dedans, mais impossible pour moi d'avaler quand même 14 cachets pendant 10 jours. Donc, gros blocage psychologique. Je me dis, et là, je pose des questions à pas mal de médecins, et tous unanimes, si vous voulez éradiquer la bactérie, il n'y a pas le choix, c'est les antibiotiques. Donc là-dessus, j'ai consulté une naturopathe qui m'a conseillé d'essayer, en tout cas, ce que j'ai fait pendant 1 semaine, de l'huile essentielle d'origan. Suite à ça, j'ai attendu 1 mois et j'ai refait un test qui était toujours positif. Là, il se trouve en fait que je n'ai plus de symptômes depuis 1 mois, donc je revis déjà. Après, de manière générale, j'ai une énorme fatigue que je n'avais pas avant. Plus, j'ai l'impression que ça impacte aussi mon moral. Je ne suis pas du tout quelqu'un de négatif, et franchement, je me sens à plat. Alors parfois, j'ai des regains d'énergie. Alors je suis tellement contente que j'en fais des tonnes et ça me crève derrière. Mais voilà, donc ma question en fait, c'est est-ce que... là, j'ai plus de symptômes, non? Est-ce que ça veut dire que cette bactérie, elle est dormante, mais elle peut se réveiller suite peut-être à une contrariété, enfin, je sais pas, un autre événement, mais que c'est pas dangereux de vivre avec?
ou il faut absolument que je me soigne et j'aimerais savoir si je peux me soigner autrement qu'avec des antibiotiques, notamment avec des probiotiques. Et j'ai fait une recherche rapide et j'avais vu que le Lactobacillus reuteri, apparemment, ça pouvait être un remède pour les patients qui ne réagissent pas bien au traitement antibiotique, parce qu'il y en a aussi. Et j'ai pas envie de prendre des antibiotiques et que derrière, ça me flingue encore plus. Voilà, si c'est possible, je souhaiterais me soigner sans prendre d'antibiotiques. Parce que comme dit la pub, c'est pas automatique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, merci pour le témoignage. C'est un cas assez classique finalement sur les Helicobacter pylori. Donc bactéries spécifiques de l'estomac. L'estomac est un milieu très acide. Il y a peu de bactéries qui réussissent à s'installer dans l'estomac, mais cette bactérie-là, elle s'y installe volontiers. Et puis donc, elle est très répandue aujourd'hui dans la population. Transmission classique, ça peut être transmis de manière classique, donc en buvant derrière quelqu'un, contamination voilà, classique. Après, on peut le retrouver des fois. Actuellement, en tout cas, c'est toujours le cas. On ne traite les Helicobacter pylori que ceux qui sont symptomatiques. Si on retrouve un Helicobacter pylori chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes, on va considérer éventuellement qu'il est là de manière, comme on dit, commensale. C'est-à-dire que il est un habitant, on va dire, qui ne pose pas de problème dans l'estomac. Donc voilà. C'est assez intéressant l'histoire de l'impact que ça peut avoir sur le psychisme et tout ça. Ouais, il commence à y avoir des études là-dessus. C'est intéressant. Donc bref, pour rappel, donc l'Helicobacter pylori, donc c'est effectivement cette bactérie qui peut être responsable des gastrites, qui est le premier niveau, on va dire, d'atteinte de la muqueuse gastrique qu'on peut avoir quand on a la présence de cette bactérie, des ulcères. Là, on est sur un niveau encore un peu plus gros d'altération de la muqueuse, et voire même du cancer de l'estomac, qui est heureusement un cancer qui est de plus en plus rare, mais dans lequel il peut être impliqué. Notamment, justement, généralement, il y a un continuum entre ces trois pathologies. Donc, si on n'a pas soigné pendant très longtemps, en fait, une gastrite ou des ulcères, comme ça, on pourra avoir, au bout d'un moment, une modification de la muqueuse digestive. Donc, ce genre de problème. Le diagnostic est fait généralement avec un test respiratoire qu'on peut faire. Il y a un test qui est assez simple à réaliser. Nous, on le réalise ici au cabinet à la clinique. Sinon, on peut le faire sur les analyses de sel aussi. Moi, des fois, dans mes bilans, on retrouve l'antigène qu'on peut mesurer dans les selles. Ça pose problème, donc vraiment principalement dans l'estomac et le duodénum, la partie de l'intestin qui est juste après l'estomac, mais il peut y avoir des problèmes digestifs plus loin, qui peuvent être aussi des fois dans lesquels l'Helicobacter pylori peut être impliqué. Par rapport à ce que vous disiez, donc il peut y avoir des malabsorptions aussi. Il va modifier l'activité de l'estomac, donc il peut venir... la gastrite peut entraîner donc des malabsorptions, notamment de la vitamine B12, qui a besoin donc d'un estomac qui fonctionne bien pour être bien absorbé. Et donc cette vitamine B12 qui est essentielle pour notre système nerveux, notre système immunitaire, du coup on pourrait se dire tiens, personne qui va moins bien absorber ses minéraux, moins bien absorber sa vitamine B12, peut-être effectivement qu'il peut y avoir un impact sur le psychisme. D'autant plus que souvent ce que les médecins donnent aux gens qui ont des aigreurs d'estomac et des gastrites, ça va être les inhibiteurs de la pompe à protons. Et ces fameux inhibiteurs de la pompe à protons qui vont couper l'acidité de l'estomac vont augmenter encore ce côté malabsorption de minéraux et de vitamines, notamment la fameuse vitamine B12. Donc on peut avoir aussi, si le management est pas bon, en fait, on peut avoir ce type de problème qui est lié au traitement en fait de la gastrite. Donc pour terminer donc sur médecine de base, on va dire oui, les problèmes d'estomac quand on a une gastrite, ne pas la traiter directement, systématiquement, mais ça je pense que la plupart des médecins le font, aller chercher un Helicobacter pylori, et s'il y a cet Helicobacter pylori qui est présent alors qu'on a des symptômes, ça vaut le coup de l'éradiquer. Les traitements antibiotiques sont très forts, effectivement, et c'est des combinaisons d'antibiotiques qui sont utilisées, qui souvent, les patients chez qui on les utilise, ils le sentent passer. Le traitement est vraiment lourd, les traitements antibiotiques pour éradiquer les Helicobacter pylori,
terrible. C'est une bactérie très tenace qui est habituée à vivre dans un milieu très difficile et à résister. Donc, c'est une bactérie très résistante. Donc, il faut l'attaquer avec plusieurs antibiotiques. Et c'est vrai que c'est difficile. Donc après, moi, en solution naturelle, je pense que Loïc va pouvoir en parler, mais l'alternative à ça, et moi, dans ma pratique, c'est comme ça que je traite les gens en première intention en général. J'essaye de leur éviter le traitement antibiotiques multiples qui ont tendance à casser un petit peu. Je passe toujours par les huiles essentielles en première intention, parce que les huiles essentielles peuvent être assez efficaces sur l'Helicobacter pylori. Moi, je ne suis pas un grand aromathérapeute, mais j'ai la chance de travailler avec des pharmacies qui ont des aromathérapeutes incroyables et qui font des préparations. Donc, une pharmacie spécialisée en aroma peut très bien vous faire une préparation d'huile essentielle encapsulée spéciale Helicobacter pylori. Et donc là, on va pouvoir faire le traitement avec les huiles essentielles, couplées à une prise de lactobacille reuteri, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va non seulement aider au traitement, mais en plus éviter la récidive. Et donc là, on arrive à traiter à peu près un Helicobacter pylori symptomatique sur 2. Malheureusement, ces traitements-là ne marchent pas toujours, et moi, dans ma pratique, souvent quand même, enfin une fois sur 2, je dois avoir recours aux antibiotiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Loïc ? Les huiles essentielles, c'est sûr que ça fait partie des remèdes les plus intéressants. D'ailleurs, celles qui sont le plus actives contre Helicobacter pylori, on peut penser à Docus carota, on peut penser à la cannelle, Cinnamomum zeylanicum, on peut penser en fait à toutes ces huiles essentielles qui sont assez puissantes, la sarriette des montagnes par exemple, mais aussi la grande matricaire. Le clou de girofle dont je parlais dans un autre podcast, le thym aussi ou la coriandre sont des huiles essentielles qui ont été étudiées pour H. pylori. Mais comme tu le disais justement, Pablo, c'est pas juste une seule huile essentielle et c'est pas un dosage de 2 gouttes 3 fois par jour. Là, on va vraiment aller en pharmacie pour avoir une synergie de plusieurs molécules antibiotiques aromatiques qui vont être mis à un dosage qui est assez fort, de manière à pouvoir la prendre sur une durée qui est assez longue, de manière à ce que ce soit efficace. Les huiles essentielles ont démontré une efficacité excellente contre H. pylori, mais il faut savoir lesquelles et bien les utiliser. Il y a d'autres remèdes. Alors, ce n'est pas exactement une huile essentielle, mais c'est la résine de pistachier, de lentisque pistachier, qui est aussi une huile essentielle, que l'on va pouvoir utiliser et qui a démontré une très belle efficacité contre H. pylori. Et en fait, c'est des chercheurs qui ont montré qu'on pouvait prendre 1 gramme de ce mastic, donc de cette résine, que l'on va mâcher sur une période de 2 ou 3 semaines. Et on voit en fait que pour les personnes symptomatiques, et c'est ce que tu disais justement tout à l'heure, chez les personnes symptomatiques, on voit une diminution de 80% des symptômes. Donc ouais, l'aromathérapie, c'est fou. Après, il y a plein d'autres remèdes de mon côté, mais je te rejoins tout à fait sur l'aroma. Parce que Séverine, tu nous expliquais que tu avais essayé l'huile essentielle d'origan. Il y a eu du mieux à ce moment-là ? Alors, j'ai attendu un petit peu quand même. J'ai éliminé aussi dans le café. Ouais, bonne idée. Les boissons gazeuses, j'en connais pas beaucoup, mais j'ai essayé d'éliminer certaines choses. Et en effet, il y a eu vraiment une amélioration. C'est-à-dire que les crises, parce que vraiment j'avais des crises, c'était costaud, elles se sont beaucoup espacées. Et là, en fait, je suis à un moment de ma vie aussi où du coup tout va bien. C'est pour ça que je me dis, il y a vraiment, j'avais l'impression, un lien avec le psy, parce que depuis plus d'1 mois, je crois, je n'ai plus un seul symptôme. Je rebois un peu de café. Enfin, c'est dingue. C'est intéressant le lien que tu fais avec le psy, parce qu'on parle de l'estomac. S'il y a un stress particulier, on va avoir une hausse du cortisol. Cette hausse de cortisol va avoir un impact sur tout un tas d'équilibres hormonaux, dont des hormones qui vont être gérées par l'estomac, et l'estomac lui-même produit des hormones, donc un déséquilibre du pH de l'estomac qui devient... Il reste acide, mais moins acide. Et c'est ce que justement disait Pablo tout à l'heure sur les inhibiteurs de pompe à protons. Ça fait le même effet, mais quasiment de manière naturelle, ce qui laisse la possibilité à la bactérie de prendre plus de place. Donc oui, il est assez logique d'avoir un lien entre stress et émotion et variabilité des symptômes. Jusque-là, c'est tout à fait logique. Et là, en naturo, on va plutôt travailler la cause. C'est le stress, dans ce cas-là. Donc, on va aller chercher de ce côté-là. On peut aussi travailler en entretien. Et en entretien, par exemple, l'argile ou l'eau argileuse va être très intéressante parce que l'argile a quand même été démontrée pour avoir un très bel effet antiviral, antibiotique. Là, par exemple, ce que tu pourrais faire, vu que tu n'as pas de symptômes, c'est de faire des cures, par exemple, d'une dizaine de jours où tu vas mettre le soir 1 cuillère à soupe avec une cuillère en bois dans 1 litre d'eau
de l'argile en poudre, donc l'argile surfine. Tu vas laisser poser toute la nuit et dans la journée, première journée, tu ne bois que l'eau. Deuxième journée, tu ne bois que l'eau. Troisième journée, tu bois l'eau et un petit peu de l'argile. Et puis au bout de 3-4 jours, si tu vois que tu n'es pas constipé, tu vas pouvoir consommer tout, l'eau et l'argile au complet. Et tu fais ça sur une dizaine de jours et tu fais ça de temps en temps, juste pour être certaine de bien réparer au niveau de l'estomac et d'avoir cette action antibiotique, antivirale et régulatrice que peuvent avoir les argiles. Donc ça va être super intéressant. Il y a aussi autre chose. Alors, il faut avoir un extracteur de jus, mais te faire de temps en temps un petit jus de patate, ça doit pas, enfin en termes de goût, je sais pas si ça peut battre le jus de chou qui est vraiment dégueulasse, mais le jus de patate va être intéressant et a même été étudié pour avoir des effets bénéfiques sur Helicobacter pylori. Donc tu vois, si tu te fais des petits moments avec faut les peler, hein, les patates. Oui, tu fais bien de le préciser. Si tu te fais de temps en temps des petites cures d'argile, que tu consommes souvent des baies, les anthocyanes des baies vont avoir un impact positif pour rééquilibrer H. pylori. De temps en temps, un petit jus de patate, que tu prends de l'huile d'olive, tout ça sont aussi des habitudes de vie qui vont permettre de maintenir un équilibre au niveau de cette bactérie-là. Ok, mais alors du coup, là, dans la situation de madame, il n'y a pas eu de vraie éradication de l'Helicobacter pylori parce que la tentative avec l'huile essentielle d'origan n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais en fait, maintenant, il n'y a plus de symptômes, c'est ça? Il n'y a plus de symptômes. Donc juste, c'est passé. C'est la fatigue et c'est le côté psy qui te gêne encore, Séverine, c'est ça? Voilà, exactement. C'est cette fatigue que qui a l'air d'être chronique, mais... Donc il reste un symptôme, en fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas l'anémie aussi? Ça peut être intéressant justement de... oui, parce que vous êtes toujours anémique là, à l'heure actuelle? Il faudrait que je refasse des tests sanguins, mais j'avais diminué en fait, parce que je prends un complément, j'en prenais moins, de manière moins régulière, et là je mets le paquet, j'associe ça à de la vitamine C, je prends du magnésium, et voilà, je sais pas si... Ouais. Donc en fait, effectivement, là, il va falloir, pour les symptômes qui vous restent, qui sont plutôt les symptômes secondaires, c'est pas les douleurs, c'est plutôt la fatigue, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vérifier votre ferritine et votre vitamine B12, voir s'il n'y a pas des carences dans ces deux trucs-là, qui sont les deux trucs principaux qui risquent de poser problème. Après, je pense quand même que finalement, à mon avis, il faudrait quand même pas complètement abandonner cette histoire d'Helicobacter pylori et essayer de faire une bonne éradication. Et comme on l'a dit tout à l'heure avec Loïc, l'huile essentielle d'origan que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, moi, c'est une antibiotique naturel à large spectre, on va dire. Mais pour l'Helicobacter pylori, il faut un cocktail, vraiment. C'est une formulation, un cocktail de plusieurs... comme le disait tout à l'heure Loïc, il faut le faire vraiment par un aroma pharmacien ou naturo ou médecin aromathérapeute qui vous fait un cocktail vraiment à prendre. Généralement, on les encapsule parce que tu peux pas, c'est trop corrosif de les prendre comme ça. La violence, donc, directement. Il faut une pharmacie qui est capable d'encapsuler ces trucs-là et de vraiment faire comme un vrai traitement qu'on va prendre sur 15 jours en fait. Exactement un peu comme on le fait justement avec soit les trithérapies antibiotiques, soit le Pilera qui est un autre mix d'antibiotiques, mais là avec les huiles essentielles. Mais encore une fois, c'est un traitement très particulier. Juste prendre de l'huile essentielle d'origan comme ça, c'est normal que ça n'ait pas marché. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et j'attends à peu près 1 mois avant de refaire un test en labo pour voir si je suis positive. Exact. C'est ça. Exact. Donc là, moi, je dirais faire une vraie tentative avec l'huile essentielle, mais avec avec quelqu'un qui peut faire vraiment une bonne formule. Moi, je vous dis, dans la pratique, je travaille avec des pharmacies qui font les préparations et Et donc voilà, un vrai traitement de 15 jours. Avec le lactobacille reuteri que tu continues après, sur 1 ou 2 ou 3 mois même. C'est bien toujours antibiothérapie de 3 mois. Je rappelle que les probiotiques, ça se prend à jeun sur estomac vide avec un grand verre d'eau, parce que ce qu'on veut, c'est les envoyer le plus loin possible. On veut pas qu'ils prennent leur place est dans les intestins. Et puis évidemment faire gaffe à la diète, effectivement, avoir une diète un peu logique, donc avec des bonnes fibres, pas de trucs industriels. Évidemment, le café, l'alcool et tous les trucs qui vont favoriser pendant la cure, en tout cas, ça va être hyper important d'éviter. Voilà, et vous faites votre cure de 2 semaines avec le vrai traitement aromathérapeutique puissant encapsulé. Et puis effectivement, normalement,
pour vérifier. Un mois après, on peut refaire un test H. pylori chez votre médecin. Et tu vois, toi, tu n'as pas de symptômes, mais moi, je rajouterais pour les personnes qui ont des symptômes et qui savent qu'ils ont tendance à avoir une ulcération d'estomac, quand on prend de l'aromathérapie, on ne va pas prendre de l'argile en même temps. D'ailleurs, l'argile, on la prend avec rien du tout. Mais par contre, on peut rajouter de l'organothérapie. On peut prendre de l'estomac en 5 CH à 3 granules par jour. Alors là, je fais une petite parenthèse. L'organothérapie, il faut savoir que ça peut être fait à partir de porcs ou de cobayes, donc 2 animaux. Donc en fonction des croyances ou des convictions religieuses de chacun, eh bien, il y a des personnes qui ne souhaiteront pas en prendre. Et c'est pas grave en soi. Ils peuvent écrire estomac 5 CH sur un bout de papier, mais ça, c'est mes remèdes bizarres. Donc en gros, estomac 5 CH, 3 granules par jour, directement sous la langue. Ça, c'est pour les personnes qui vont avoir vraiment plus des symptômes au niveau de l'estomac. Ça permet en fait à l'estomac de se rééquilibrer. Donc c'est un remède vraiment intéressant. Je suis un grand fan d'organothérapie, j'ai pas fini d'en parler dans ce podcast. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Séverine, est-ce que tu as pris note déjà? Parce que maintenant, vous commencez à être habitué dans Symbiose. On prend un petit bout de papier, un crayon à l'ancienne, et puis on note tout ça. Et on te remercie beaucoup pour ta question qui, à mon avis, a parlé à beaucoup de gens. Et reviens nous dire comment ça va. Ça marche. Merci vraiment pour tous vos conseils que je vais suivre à la lettre. Et, je vous dirai si ça a marché. Ouais, il faut le tenir au courant. Ça marche. À bientôt. À très bientôt, Séverine. Merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, Pablo, pour ce nouvel épisode de Symbiose, le libre podcast. Vous pouvez, vous aussi, comme Séverine, laisser un vocal à notre numéro via un petit vocal WhatsApp, tout simple, avec votre situation, avec ce que vous avez sur le cœur en ce moment. Si vous avez juste envie de parler, n'hésitez pas aussi. 07 56 88 98 18 et on répond toujours. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir, Loïc. Ciao. Salut, Pablo. Au revoir à tous. Ciao.